Salut à tous, bienvenue en Afrique du Sud. Nous sommes à Port Elizabeth, exactement dans la province de l'Eastern Cape, pour vivre en compagnie de Cyril Neveu, la 4e édition de l'Ironman d'Afrique du Sud. Salut Cyril. Salut. Cyril, vous connaissez bien cette côte, vous connaissez ce paysage, vous connaissez ce parcours et pour cause, vous l'avez couru. Vous savez qu'il y règne une atmosphère particulièrement favorable, agréable. C'est un rendez-vous assez intéressant maintenant. Ouais, c'est un rendez-vous intéressant, c'est un rendez-vous qui arrive tôt dans notre saison, nous en Europe, mais qui permet de se qualifier très très tôt pour Hawaï. Donc ça nous libère de cette course à la qualification pour cette grande finale qui a lieu à Hawaï sur le circuit Ironman. Parce qu'il faut savoir que tout au long de la saison, Cyril, il y a 27 rendez-vous sur les différents continents en l'occurrence, et tous n'ont qu'une seule vocation, c'est qualifier ces compétiteurs ou qualifier des compétiteurs pour disputer le fameux championnat du monde de la distance à Hawaï chaque année au mois d'octobre. De plus en plus, ces épreuves sont courues, de plus en plus, le plateau des professionnels est dense, très important et incertain. Et parmi les professionnels présents ici, il y en a un qui effectivement compte beaucoup sur cette épreuve. Il est le régional de l'étape. C'est le Sud-Africain Reinhard Tissing qui aimerait bien enfin marquer une deuxième fois son nom au palmarès de l'épreuve. Les gens me demandent souvent encore combien de temps je vais sacrifier mon corps pour cette épreuve. Il me dit je préfère une vie dense qu'une vie fade. Pour moi, c'est un privilège de courir sur distance Ironman. C'est ce que nous dit Edith Niederfreniger, l'Italienne, qui elle aussi fait partie des athlètes présentes ici en Afrique du Sud et qui véritablement aimerait monter sur la plus haute marche du podium, comme cet homme a réalisé à plusieurs reprises à l'occasion de l'Ironman d'Hawaï, Mark Allen. Mark Allen qui nous explique et qui revient longuement sur cette phase tellement intense, tellement angoissante, le pré-départ, où on nous dit de toute façon on a tous la trouille, de toute façon on est tous anxieux, il n'y a rien à faire. Vous savez ce que vous avez réalisé, ce que vous avez préparé, vous savez dans quelle mesure vous êtes prêt à affronter cette épreuve. La meilleure façon de gérer ces dernières minutes, insiste Mark Allen, c'est tout simplement de penser à votre épreuve et d'attendre le coup de canon. C'est parti Cyril, et là, à partir de cet instant, on a quand même moins peur, on n'a pas de 36 solutions, on est un concurrent. Ouais, c'est vrai qu'on attend ce moment-là depuis longtemps, depuis pas mal de minutes, d'heures. C'est un moment particulier parce que c'est la peur de l'effort en fait. On sait qu'on est prêt, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un moment dans la course où on va être en difficulté et on appréhende un peu ces moments-là, et qu'on soit professionnel ou amateur, c'est ce qui nous fait peur au moment du départ. Alors ici, comme d'habitude depuis maintenant 4 ans, plus de 1600 concurrents sont présents sur la plage de Port Elizabeth. Parmi les élites, les fameux professionnels, Stefan Bellis, l'anglais, Reinhard Tissing, le sud-africain, il y a aussi François Chabot, le français qui est venu chercher son slot, sa qualification pour Hawaï, Stefan Libetro, l'allemand, il y a aussi Andreas Niedrig, son compatriote allemand. Le champ des athlètes d'un point de vue masculin est garanti, et d'un point de vue de ces dames, écoutez un peu, Bella Comeford, la britannique, Edith Niederfreniger, l'italienne bien sûr, la tchèque Lucie Zelinkova qui décidément casse la baraque. Attention, sans oublier Catherine Cronieux. À chaque fois, à chaque rendez-vous, Cyril, c'est maintenant, je dirais presque, tellement incertain. Ouais, c'est incertain parce que à chaque fois il y a un très très gros plateau, que ce soit chez les garçons ou chez les féminines. Les organisateurs attachent beaucoup d'importance à avoir un beau plateau. Ils attachent de l'importance à avoir beaucoup de monde, à avoir une certaine marge, c'est-à-dire 1000, 1200, 1600 athlètes. Mais avoir un beau plateau, c'est important pour eux, et ça permet justement à ces amateurs de pouvoir se confronter à une certaine élite. Le programme, vous le connaissez, 3 km 8 de natation, 2 boucles à effectuer ici, 180 km à vélo, 3 boucles, et enfin le parcours, un marathon pour en terminer. Autant dire que la journée sera longue, on se répète, mais c'est véritablement ce qui va se produire, tant pour les pros que pour les amateurs. Alors bien sûr, il y a la fameuse limite horaire de 17 heures, c'est-à-dire qu'au-delà, vous ne pouvez pas vous considérer comme finisher, vous ne pourrez pas terminer, mais il n'empêche qu'en 17 heures, on a le temps de souffrir moult reprises. Pour l'instant, on va suivre les concurrents qui sont encore dans la première boucle. Et la natation, autant la natation n'est pas cruciale pour gagner l'épreuve, autant elle peut l'être pour perdre l'épreuve. La densité et la rapidité sont tellement maintenant importantes que
les concurrents savent qu'ils doivent se situer aux avant-postes. Et Reynard Tissing qui insiste sur le fait qu'effectivement le champ des athlètes est tellement maintenant dense, tellement serré, qu'il a fait le nécessaire, lui, pour se préparer au mieux à affronter cette épreuve qui n'est pas forcément l'épreuve qu'il préfère. C'est pas forcément un très bon nageur, Reynard Tissing, mais il n'empêche, il sait pertinemment qu'il ne faut pas qu'il laisse partir trop loin les quelques 4 ou 5 excellents nageurs qui vont bénéficier de 5, 6 ou 7 minutes d'avance sur lui à partir du moment où ils auront terminé la natation et attaqué le vélo. Donc Reynard Tissing se concentre sur le fait d'essayer de garder une place parmi le peloton des poursuivants immédiats. C'est important, c'est devenu un vrai calcul. Ouais, c'est devenu un vrai calcul ce départ natation. La chance qu'il a cette année à Reynard Tissing, c'est que les conditions sont formidables pour nager. Et Bella Comerford qui nous rappelle que l'an passé elle n'avait pas fini le job comme elle dit puisqu'elle n'avait pas gagné cette épreuve et que cette année elle aimerait bien enfin monter sur la plus haute marche du podium et c'est pour ça qu'elle est présente. Tension, ambition et incertitude, c'est le lot commun maintenant de ces épreuves Ironman qui sont devenues véritablement très encore une fois incertaines et qui nous réserve à chaque fois un spectacle de première catégorie, Cyril. Ouais, à chaque fois il y a des surprises et puis des faits de course qui sont différents sur chaque course. On a eu l'occasion de voir des Ironman qui se sont joués dans les derniers kilomètres ou à l'inverse des athlètes qui avaient beaucoup d'avance à la fin du vélo et puis on a vu des retournements de situation sur le marathon. Et justement on parlait de marathon, cette jeune femme-là, Edith Niederfreniger, est particulièrement rapide en course à pied et elle dit que l'an passé, elle aussi, elle n'a pas pu gagner puisque c'était la Suissesse, en l'occurrence Natasha Badman, qui s'était imposée. Natasha qui n'est pas là cette année, elle était blessée suite à une chute lourde, on l'avait vécu ensemble, c'était à Hawaï et donc Edith insiste sur le fait que la course est beaucoup plus ouverte cette année. Autant Natasha avait un plus par rapport à la concurrence, autant maintenant, comme elle n'est pas là, chacun peut jouer sa carte. C'est vrai que chacun peut jouer sa carte. Natasha, elle était au-dessus du lot, elle venait en Afrique du Sud dans le cadre de sa préparation, puisqu'elle avait tous les ans son ticket assuré pour Hawaï, puisqu'elle a gagné déjà plusieurs fois à Hawaï. Il faut savoir que tout vainqueur d'Hawaï est qualifié d'office. Donc Natasha venait sans réelle pression et à chaque fois elle nous faisait une démonstration. Donc c'est vrai que cette année, le fait qu'elle soit pas là, la course est vraiment ouverte chez les féminines. La fin de la première boucle de natation en l'occurrence, et puis c'est Anton Storm, le Sud-Africain, qui s'extrait le premier de l'eau avec une légère avance. Anton Storm qui n'hésite pas à bouger les bras, Cyril. Ouais, il se relâche un peu les bras. Bon, c'est vrai que en natation on privilégie essentiellement le travail musculaire des bras. En plus avec les combinaisons on est porté, donc les jambes font juste un travail, on va dire, d'équilibre. On a vu passer un groupe de 4 compétiteurs non loin d'Anton Storm et parmi ces 4 compétiteurs le français François Chabot. Pour l'instant on écoute Brian Doley qui n'est autre que le président de Specsavers, le partenaire principal de cette épreuve, et Brian Doley qui rappelle que c'est un privilège à ses yeux que de favoriser cette épreuve ici depuis maintenant 4 années, qu'il est absolument ravi du spectacle que cette épreuve offre en Afrique du Sud. C'est la seule épreuve Ironman disputée sur le sol africain. Ouais, c'est la seule épreuve Ironman, donc c'est important. Specsavers qui est le partenaire titre depuis le début de cet Ironman, donc c'est bien de voir qu'il y ait des partenaires comme ça qui s'intéressent fortement au triathlon. Participer à l'Ironman c'est bien, mais gagner c'est mieux, nous rappelle Bella Comerford. Bella qui a quasiment tout gagné sur distance Ironman, qui a été championne du monde de la distance, championne du monde longue distance, plutôt c'était à Melbourne il y a 2 ans, et qui à nouveau souhaiterait mettre son nom sur les tablettes. Athlète particulièrement entraîné, particulièrement efficace. Il y a une particularité supplémentaire, c'est la petite amie de Stéphane Billis qui court actuellement là chez ces messieurs, donc c'est suffisamment rare pour être souligné. Un couple dans la course, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa, ouais. C'est des athlètes qui appartiennent au team Brett Sutton. Brett Sutton qui a un pôle d'athlètes, allez, on va dire ils sont une bonne quinzaine et qui s'entraînent à travers le monde en fonction des courses qu'ils font. On a vu les professionnels autour de tous ces amateurs. Je vous le disais, ils sont un peu plus de 1600 à s'être élancés de la plage de Port-Elizabeth. Port-Elizabeth qui constitue l'une des 3 villes qui dessinent la Mandela Bay,
métropole, comme ils l'appellent en Afrique du Sud. Un site que le gouvernement sud-africain souhaite développer d'un point de vue touristique, et c'est aussi pour ça que bien sûr un Ironman a été créé ici même pour attirer l'attention, attirer les déplacements touristiques. Les triathlètes se déplacent en famille, c'est toujours intéressant d'un point de vue financier pour les hôtes des épreuves. Les premiers mettront à peu près 45 à 50 minutes pour en terminer avec les 3 km 8 de natation. Les autres, les amateurs, la plupart d'entre ces athlètes mettront 1h30, peut-être 1h50, au maximum 2 heures sont autorisées. Pendant ce temps-là, on voit effectivement les pros et parmi eux, l'Espagnol qu'on reconnaît, Marcel Zamora, qu'on a plus l'habitude de voir sur le sol européen puisqu'il s'était imposé à Nice à plusieurs reprises et qui là vient lui aussi se frotter à Reinhard Tissink et les autres sur le sol sud-africain. I'm Sean Evans and we're doing it for him. Sean Evans qui nous explique que l'association For Him qu'ils ont créée avec des copains a pour but de permettre à des jeunes enfants déficients intellectuellement de vivre des conditions exceptionnelles au sein d'épreuves, je dirais presque aussi exceptionnelles. Et sur cette épreuve Ironman, ces athlètes-là, ces amateurs-là ont décidé de sélectionner 9 enfants et de les faire vivre l'épreuve de l'intérieur en leur compagnie. C'est-à-dire que tant d'un point de vue de la natation que du cyclisme, que la course à pied, vous le verrez, ils suivent au plus près les athlètes qui participent à cette épreuve, à tel point c'est que l'athlète qui nage là tracte tout simplement le petit canoë sur lequel le gamin est installé, et ce sera la même chose à vélo, vous le verrez un peu plus tard. Donc l'effort est déjà important, là il est, je dirais, supplémentaire, mais au bout du compte, nul doute que ces enfants garderont un souvenir fabuleux de ces moments vécus de manière, je dirais, presque privilégiée en compagnie de ces amateurs. C'est au tour de Paul Wolf, le directeur de l'épreuve, de s'exprimer et de nous indiquer qu'il a tout simplement l'ambition de faire de cette épreuve sur le sol africain une des épreuves les plus populaires au monde, les plus courues, les plus vues, et de transformer ce nouvel essai sur le sol sud-africain et le sol africain en véritable réussite et en rendez-vous incontournable. Voilà pour les différents protagonistes de l'épreuve de natation qui elle se termine. Et Anton Storm sort de l'eau après 47 minutes et 6 secondes. Cyril, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on est une natation en mer, donc on est un peu défavorisé par rapport à une natation en lac où ça bouge moins. C'est dans des très peu de temps. Stefan Billis, le Britannique dont on parlait à l'instant, le fiancé de Bella Comerford, qui lui indique aussi qu'il est venu pour monter sur les plus hautes marches du podium. On vivra ça ensemble. Pour l'instant, Anton Storm, qui a terminé sa transition, attrape son vélo. C'est parti pour 180 km. En deuxième place, derrière lui, est sorti de l'eau Laurens van Lingen, un Sud-Africain. Il y a également Jan Neal, un autre Sud-Africain amateur. Stefan Billis, Andreas Niedrig. Et à 4 minutes, même pas, que dis-je, à 2 minutes 50 secondes derrière Anton Storm, François Chabot à son tour, on a terminé avec la natation. Ils sont pas très loin. Ça veut dire que un groupe de 8, 9, 10, 11 athlètes démarre le parcours cycliste dans un mouchoir de poche. Ouais, le gros du peloton est vraiment très regroupé. Donc, comme le disait Reinhard Tissink, la natation, il se positionne, il n'en fait pas une discipline vraiment importante. C'est juste une question de positionnement. Une fois qu'il se retrouve un peu dans le groupe des favoris, eh ben, il suit le groupe et puis ça va se jouer maintenant dans les premiers kilomètres vélo. Alors voilà, les pros sont partis. Les amateurs, eux, font preuve de patience, font preuve, je dirais presque, de persévérance pour en terminer avec cette épreuve. 2 heures de temps, c'est la limite horaire pour parcourir ces 3 km 8 de natation. Et attention, les arbitres sont scrupuleux. La première de ces dames à sortir de l'heure de transition, c'est la Tchèque Lucie Zelenkova. 50 minutes. Une poignée de secondes derrière, c'est la Sud-Africaine Catherine Cragneux qui a pris la deuxième place. Edith Nieder-Friniger, l'Italienne, est à 54 minutes 30, c'est-à-dire à plus de 4 minutes de la première. On trouve ensuite Bella Comerford un peu plus loin en 6ème position à 5 minutes 30. La voilà Bella, 5 minutes 30 de Lucie Zelenkova. Bon, ça va, il n'y a rien de dramatique.
Il n'y a rien de dramatique, les écarts sont un peu plus importants chez les filles, mais c'est pas surprenant. Et la stratégie de Bella Comerford, c'est simple. À fond en natation, à fond à vélo et à fond en course à pied le plus longtemps possible. Après, on verra ce qui se passe. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en compagnie de Cyril, compte tenu maintenant du champ des athlètes présents, compte tenu du niveau des uns et des autres, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est le premier qui lâche, qui en l'occurrence aura perdu. L'autre, il faut absolument résister le plus longtemps possible. Ouais, c'est vrai que bon, il faut pas oublier la gestion de course, parce que bon, quand elle dit à fond en natation, à fond en vélo et à fond en course à pied, c'est aussi essayer de faire une gestion de course parfaite pour aller chercher cette victoire. Mais on a bien compris la mentalité de Bella, c'est-à-dire que quand elle vient sur un Ironman, elle vient vraiment pour la victoire, et c'est un peu l'esprit du team Brett Hutton. Et là on écoute Sean Evans, un des deux athlètes amateurs qui font partie de l'association For Him, qui est en train de tracter un de ses enfants qu'ils ont sélectionné pour vivre la course depuis l'intérieur, 180 km. C'est vrai que les enfants vont se succéder dans cette petite chaise adaptée, mais imaginez la puissance et surtout l'ambition de ces athlètes qui, pour faire plaisir à quelques-uns de ces enfants, s'ajoute ce poids, parce que c'est vraiment un poids supplémentaire. La tête de course, retour aux avant-postes pour vivre en compagnie de Nick Sanders, on l'a vu à l'instant, de François Chabot, qui est véritablement dans son domaine, hein, le vélo. Il a pris quasiment la tête de course, il revient très fort devant, François. Là on le reconnaît bien, il est dans son domaine. François est un amoureux du vélo, un amoureux du cyclisme, et on le voit à une position parfaite. C'est un domaine qu'il travaille beaucoup, le vélo, la position, le matériel, et c'est pas surprenant de le retrouver en tête de course dès les premiers kilomètres vélo. Et on a retrouvé également Reynard Tissink en tête de course, et cet homme aussi, Stéphane Bellis, le Britannique, qui pour l'instant n'a jamais inscrit son nom sur distance Ironman, et qui aimerait bien en fait que ça arrive une fois. Il nous répète, Stéphane, que parmi les 3 premiers ce serait super, parmi les 2 premiers ce serait magique, vainqueur ce serait un rêve. Écoutez, on va vivre ça ensemble tout au long de ce reportage, et on verra bien. Pour ce qui concerne Andreas Niedrig, l'Allemand, c'est plus compliqué pour l'instant, ça arrive aussi. Hein. Ouais, ça arrive aussi, crevaison. Bon, il le prend avec le sourire, mais bon, c'est toujours embêtant. Ce qu'on peut dire, c'est que maintenant pour Andreas, la victoire s'envole, parce que là il va perdre énormément de temps, et vu les avions de chasse entre guillemets qu'on a devant, ça va être dur pour lui d'aller les rechercher. Il n'est pas le seul, Andreas Niedrig. La règle est simple, hein, il faut se débrouiller avec son matériel, pas d'intervention extérieure au risque d'être disqualifié. Ces athlètes connaissent parfaitement les règles, d'ailleurs tous les athlètes connaissent parfaitement les règles, c'est la base même de la pratique du sport. Edith Nieder-Freniger. Katia Kronje. Et enfin Lucie Zelenkova. C'est le trio de tête pour l'instant chez ces dames. Des athlètes qui gèrent leur course avec intelligence. Eux aussi, ils doivent gérer leur course avec intelligence. François Jacobs, l'aveugle, en compagnie de son guide, qui explique tout simplement que lorsqu'ils sont arrivés pour participer à cette épreuve, tous les athlètes se sont posé la question, on dit mais comment allez-vous faire? Mon Dieu, le parcours vélo, la course à pied, à aucun instant ils n'ont pensé à la natation, qui est la première épreuve de ce triptyque, et à son goût, sans doute, l'épreuve la plus délicate à gérer, parce qu'il est tout simplement attaché. Il a une sangle autour du torse reliée à une des chevilles de son guide, et les 3,8 km, il nage effectivement avec ce repère. Et imaginez les conditions de natation en mer lorsque vous ne voyez pas. Respirer, c'est déjà compliqué lorsqu'il y a une houle et quelques vagues. Lorsque vous êtes aveugle, il faut gérer ça avec d'autant plus de sérénité que vous ne pouvez absolument pas voir arriver les vaguelettes, et donc placer votre respiration en conséquence. C'est magnifique à voir. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que déjà la natation est la discipline techniquement la plus dure dans le triathlon. Alors là, le faire en non-voyant avec un guide, ça rajoute vraiment de la difficulté, et c'est vraiment admirable ce qu'ils font. C'est admirable pour les 1600 concurrents engagés. C'est effectivement l'article qu'ils aimeraient conserver. C'est le souvenir qu'ils aimeraient avoir de cette épreuve. Vivre un moment admirable, aller jusqu'au bout, terminer l'épreuve dans les temps, bien sûr,
de manière à pouvoir dire enfin je l'ai fait, j'ai terminé, j'étais parmi les fameux finishers qui écrivent l'histoire du triathlon version Ironman à travers les étapes que nous vivons ensemble sur l'antenne de Sport Plus tout au long de la saison. Des courses qui, sans les bénévoles, ne pourraient avoir lieu. Et des courses qui nous permettent de vivre des histoires riches en émotions, des rapports humains remarquables. Et notamment cette jeune femme, cette sud-africaine qui est la première athlète de couleur à avoir fini un Ironman. C'était l'an passé, ici même en Afrique du Sud. Et Fundiwa Mandé nous explique qu'elle adore pratiquer ces sports et qu'elle s'est entre guillemets jetée de façon à enfin réaliser son rêve. Elle y était parvenue l'an passé, elle aimerait bien rééditer la chose cette année. On verra ça sans doute un tout petit peu plus tard. Andreas Niedrig qui finalement a réussi à réparer. Il a repris sa position de recherche de vitesse avec le sourire. Andreas Niedrig, il sait que la journée sera longue. Il y aura d'autres faits de course tout au long de ces heures qui le séparent du franchissement de la ligne d'arrivée. Marcel Zamora, très véloce comme dirait Cyril. Attention, il faut se méfier de cet homme. La course à pied est son domaine. Il sait parfaitement finir en trombe. Pour l'instant, on arrive sur la tête de course et notamment le mano à mano que se livrent François Chabot, Reinhard Tissink. Deux cyclistes convaincus et reconnus qui vont rivaliser d'audace et de puissance. Ne pas oublier aussi le Britannique Stéphane Billis tout au long de ces 180 km du parcours cycliste ici en Afrique du Sud. Nous on va marquer une petite pause en compagnie de Cyril. On se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la fin de ce Ironman version sud-africaine ici à Port-Elizabeth. Maibuye, Asania, Buye, Asania, Buye, Maibuye, Asania, Buye, Asania, Buye, Asania, Buye, Maibuye, Asania, Buye, Asania, Buye, Asania, Buye.